Quand mon fils m'a annoncé que je ne serais pas la bienvenue chez lui pour Noël, j'ai souri, suis monté dans ma voiture et ai passé un coup de fil. Avant le nouvel an, leurs mensualités hypothécaires étaient annulées. Et ce n'était que le début de mon plan. La justice doit être rétablie et l'arrogance punie. Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait ensuite. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. Je pourrais faire ma fameuse dinde cette année, ai-je dit en m'enfonçant plus profondément dans le canapé en cuir de Michael. Celle avec la farce à la sauge que ta mère adorait. Tu te souviens comme elle disait toujours qu'elle était meilleure que celle de sa grand-mère? Ces mots flottaient dans l'air chaud entre nous, se mêlant au parfum des coûteuses bougies à la vanille d'Isabella. Michael s'est déplacé à côté de moi, son alliance reflétant la lumière de leur sapin de Noël de 300 m. Quelque chose dans sa posture a changé, les épaules rentrées comme s'il se préparait à l'impact. Papa, malheureusement, tu ne seras pas le bienvenu ici pour Noël. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je clignai des yeux, certaine d'avoir mal compris. Que veux-tu dire? Pourquoi ne serais-je pas la bienvenue? Michael ne pouvait pas me regarder dans les yeux, son regard fixé sur la table basse en marbre, celle que je l'avais aidé à choisir au printemps dernier, quand Isabella avait décidé que leurs vieux meubles n'étaient pas assez sophistiqués. Les parents d'Isabella arrivent, et ils préféreraient que tu ne sois pas là. Mes mains devinrent froides. Ils préféreraient. C'est plus simple comme ça, papa. Tu sais que sa famille est attachée aux traditions. Ils ont leur propre façon de faire. Sa voix devenait plus faible à chaque mot, comme s'il se rétrécissait. J'ai balayé du regard le salon, les rideaux de soie que j'avais payés quand Isabella s'était plainte de son manque d'intimité. Le parquet qui venait de mon deuxième prêt immobilier, les moulures qui avaient fait exploser ma carte de crédit. Chaque centimètre carré de cette maison portait mes empreintes digitales, mon sacrifice, mon amour pour mon fils. À leur façon, répétai-je lentement. Et quelle est cette façon, Michael? Il tressaillit. Papa, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. À travers l'arche de la cuisine, je pouvais voir le nouveau robot KitchenAid d'Isabella, le robot professionnel dont elle avait insisté pour avoir besoin pour sa période de pâtisserie des fêtes qui avait duré exactement 3 semaines. 2000 $ de mon argent reposaient là, probablement utilisé 2 fois depuis octobre. Où vais-je passer Noël alors? La question est sortie plus doucement que je ne l'aurais voulu. Le visage de Michael s'est effondré. Tu pourrais peut-être, je ne sais pas, peut-être rendre visite à tante Rosa, ou on pourrait faire quelque chose le week-end d'après. Le week-end d'après. Comme si Noël n'était qu'un rendez-vous de plus qu'on pouvait reporter pour plus de commodité. Je me suis levé, les genoux protestants après 8 ans à porter ce fardeau seul. Je vois, papa. Attends. Mais j'avançais déjà vers la porte, dépassant les photos de famille, où mon visage rapetissait et s'éloignait à chaque image, devant le vestiaire qui contenait les 1000 vestes d'Isabella. Ma main a trouvé la poignée de porte dure et froide sous ma paume. Fils, ai-je dit sans me retourner. Dis aux parents d'Isabella, ai-je dit. Félicitations pour Noël. L'air de décembre me frappait le visage comme une claque s'est produite en me dirigeant vers mon camion. Derrière moi, j'ai entendu Michael m'appeler une fois, puis le léger clic de la portière se refermant. Le moment ultime. Je suis resté assis au volant un instant, moteur coupé, à regarder les guirlandes de Noël scintiller aux fenêtres des maisons où je ne serais jamais le bienvenu. Mon téléphone a vibré, Michael voulant probablement arranger les choses avec des promesses creuses et de la culpabilité. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tourné la clé et j'ai roulé dans l'obscurité, laissant derrière moi la douce lueur de la maison que j'avais achetée, mais à laquelle je n'aurais jamais ma place. Le chauffage ronronnait contre le froid de décembre tandis que je parcourais les rues familières en direction de chez moi. South Hills s'étendait autour de moi, chaque coin de rue abritant des souvenirs de l'homme que j'étais, celui qui croyait que la famille était tout, qui donnerait jusqu'au dernier dollar pour voir son fils sourire. Cet homme était un imbécile. Je me suis arrêté au feu rouge au croisement de la 29e rue et de Grand Street, regardant un jeune père charger les cadeaux de Noël dans son SUV. Ses enfants se collaient le visage contre la vitre, leur souffle embuant les vitres d'excitation. Il était une fois, Michael et moi. Avant Isabella, avant que je ne sois devenu un simple distributeur automatique ambulant, les chiffres se sont mis à tourner dans ma tête comme une machine à sous en panne. 2800 $ par mois pendant 5 ans. Ma calculatrice avait renoncé à tout comprendre au printemps dernier, lorsque j'ai finalement fait le total. 140 000 $. Plus d'argent que ce que Maria et moi avions épargné pour toute notre retraite. Disparu. Disparu. J'ai appuyé sur l'accélérateur plus fort que nécessaire lorsque le feu est passé au vert. Le camion a répondu avec un grondement qui correspondait à mon humeur. Fifth Street. C'est là que j'avais refinancé ma maison. Notre maison, celle de Maria et la mienne, pour couvrir le rapport. L'agent de crédit m'avait regardé avec une pitié que je n'avais pas perçue sur le moment. Monsieur Flore, êtes-vous sûr de vous? Vous risquez beaucoup pour l'investissement de quelqu'un d'autre. L'investissement de quelqu'un d'autre?
Pas l'avenir de mon fils, pas la sécurité de ma famille. L'investissement de quelqu'un d'autre. Lincoln Street, la banque où j'avais contracté un deuxième prêt hypothécaire lorsque Michael avait perdu son emploi 2 ans auparavant. Juste temporaire, papa. Juste le temps de me remettre sur pied. Isabella se tenait derrière lui, son sac à main de 700 $ en bandoulière, hochant la tête avec sympathie tout en calculant mentalement la valeur de mon désespoir. Rien. Finalement, mon désespoir ne valait rien à leurs yeux. Je me suis garé dans mon allée, celle au béton fissuré que je ne pouvais pas me permettre de réparer, car chaque dollar économisé disparaissait dans leur rêve de banlieue parfaite. La lumière du porche vacillait, une autre réparation que je remettais à plus tard. À l'intérieur, la maison semblait vide sans le rire de Maria, sans la chaleur des réunions de famille qui ne se reproduiraient plus jamais. Mon téléphone sonna tandis que je cherchais mes clés, la sonnerie stridente résonnant sur les murs vides. Le nom d'Isabella apparut à l'écran, voulant probablement expliquer pourquoi je n'étais pas assez bien pour la sensibilité délicate de ses parents. Le timing était parfait. J'attendais cette conversation depuis 5 ans. J'ai répondu à la 4e sonnerie, la laissant attendre juste assez longtemps pour me demander si j'allais décrocher. Déni. La voix d'Isabella était d'une fausse douceur, le même ton qu'elle utilisait pour me demander de payer leurs factures d'eau ou leurs impôts fonciers. J'ai entendu parler du petit malentendu avec Michael. Un malentendu? Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine, toujours vêtu de mon manteau. Je ne pense pas qu'il y ait de malentendu, Isabella. Tu as été très claire. Écoute, je sais que ça paraît dur, mais il faut comprendre le point de vue de mes parents. Ce sont des gens très traditionnels. Ils s'attendent à une certaine ambiance pendant les fêtes. Une certaine ambiance, répétai-je. Et quelle ambiance est-ce? Un silence. J'entendais des sacs de courses bruisser en arrière-plan. Probablement de l'argent de poche qui aurait dû servir à rembourser leur prêt immobilier. De l'argent dont je devais me charger, apparemment. Eh bien, ils ne sont pas habitués à ton genre de cuisine. Toute cette nourriture mexicaine épicée et cette musique forte. Et franchement, Denny, ce sont des gens instruits. Ils s'attendent à des conversations sur l'actualité, la littérature, l'art, tu sais. Les mots frappent plus fort qu'un coup. 8 ans à me mordre la langue, à ravaler des insultes pour Michael, à faire semblant de ne pas remarquer son regard comme si j'étais une sorte d'employé de maison. Ma cuisine. Ma voix restait posée, posée. Tu parles de la nourriture que tu mangeais tous les dimanches pendant 3 ans quand tu étais serré? Les tamales dont tu disais qu'ils te rappelaient ta grand-mère? C'était différent. On était reconnaissant à l'époque, mais maintenant avec mes parents. Maintenant que tu es avec tes parents, tu ne peux plus te permettre de te faire embarrasser par le paysan mexicain à ta table chic. La fausse douceur s'est évaporée. Ne dramatise pas, Denny. Ce n'est pas une question de race. C'est une question de classe. Mon père est diplômé de summa cum laude dans l'État de Washington. Ma mère parle 4 langues. Il passe l'été dans les hantons. Qu'est-ce que tu apporterais exactement à la conversation à table? Des histoires de pause de carrelage. La chaleur m'envahissait la poitrine, mais je gardais une voix posée. J'ai monté une entreprise à partir de rien après la mort du grand-père de ton mari. J'ai employé plus de 50 personnes. J'ai payé plus d'impôts que ton père n'en gagnait pendant sa meilleure année. L'argent ne fait pas tout, Denny. L'éducation compte. L'éducation compte. Et franchement, Maria comprenait sa place mieux que toi la tienne. La ligne s'est tue. Elle l'avait franchie. La ligne dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce qu'elle la franchisse avec ses talons de créateur. Qu'as-tu dit de ma femme? Je dis juste qu'elle savait mieux s'intégrer. Elle ne faisait pas de vagues. Elle comprenait que certains espaces ne lui étaient pas destinés. Ma main serra le téléphone jusqu'à en blanchir les jointures. Maria avait plus de classe au petit doigt que toute votre lignée n'en aura jamais. Oh, s'il vous plaît. C'était une femme de ménage qui a eu de la chance. Au moins, elle a eu le bon sens de ne rien dire. Isabella. Ma voix baissa sur quelque chose que je ne reconnus pas. Je veux que tu écoutes très attentivement. Cette conversation est terminée. On a fini de faire semblant d'être une famille. Tu ne peux pas juste. On a fini, répétai-je avant de mettre fin à l'appel. Je posai délicatement le téléphone sur le comptoir, les mains étonnamment stables. Autour de moi, la cuisine semblait différente, plus petite, mais d'une certaine manière plus propre, comme si un poids avait été enlevé de l'air lui-même. Je me dirigeai vers mon bureau dans un coin et sortis le dossier en papier Kraft que j'évitais depuis des mois. Relevés bancaires, documents hypothécaires, 5 ans de virements automatiques qui m'avaient saigné à blanc pendant qu'ils vivaient comme des rois. Il était temps d'arrêter l'hémorragie. 4e partie, la première décision, l'annulation du prêt immobilier. Les documents s'étalaient sur ma table de cuisine comme des preuves sur une scène de crime. 5 ans de relevés bancaires, chacun affichant le même virement automatique. 2800 $ le 15 de chaque mois, disparaissant de mon compte pour le leur, une trace écrite de ma propre stupidité.
J'ai sorti ma calculatrice et commencé à additionner. La première année, 33 600 dollars. La deuxième année, encore 33 600 dollars. La troisième année, j'avais arrêté de m'acheter de nouveaux vêtements. La quatrième année, j'avais commencé à faire mes courses dans les supermarchés discount. Cette année, la cinquième année, je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète au déjeuner pour joindre les deux bouts. 143 400 dollars. Sans compter la compte, sans compter les fois où j'avais payé leurs charges quand Isabella avait perdu le contrôle de son addiction au shopping. Sans compter la nouvelle toiture, l'aménagement paysager, les meubles essentiels à leur mode de vie. Je me suis calé dans mon fauteuil, regardant les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. L'argent de l'assurance vie de Maria, mon épargne retraite, le fonds d'études que nous avions constitué pour nos petits-enfants, que je n'aurais apparemment jamais le droit de voir. Tout cela a disparu. Déversé dans une maison où je n'étais pas le bienvenu pour le dîner de Noël. J'ai pris mon téléphone, parcouru mes contacts jusqu'à trouver le numéro de ma banque. Le système automatisé m'a proposé des options en anglais et en espagnol. Quelle gentillesse. Quelle complaisance envers les gens comme moi. Service client. Ici Jennifer. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'annuler un virement automatique, ai-je dit d'une voix plus assurée que jamais. Bien sûr, monsieur. J'aurai besoin de votre numéro de compte et de quelques informations de vérification. J'ai énuméré les chiffres, la regardant taper en arrière-plan. Professionnel, efficace, sans jugement sur les raisons pour lesquelles un homme de 62 ans annulait les paiements de ce qui était probablement l'hypothèque de son fils. Je vois le virement auquel vous faites référence, monsieur Flore. 2800 dollars par mois à Wells Fargo. Compte se terminant par 7423. Depuis combien de temps effectuez-vous ce virement? 5 ans. Les mots avaient un goût amer. Et vous voulez l'annuler avec effet immédiat? J'ai balayé du regard ma cuisine, les appareils électroménagers obsolètes que je ne pouvais pas me permettre de remplacer, les murs à repeindre, les fenêtres qui laissaient passer l'air froid parce que j'avais dépensé mon argent de rénovation pour le château de quelqu'un d'autre. Avec effet immédiat, j'ai confirmé. Terminé. Le transfert a été annulé. Puis-je vous aider d'autre aujourd'hui? Non, ai-je dit, surpris par le bien-être que ce mot procurait. Non, c'est tout. J'ai raccroché et me suis assis dans le silence soudain de ma maison. Dehors, l'obscurité de décembre s'installait sur Spokane. Les guirlandes de Noël scintillaient aux fenêtres où les familles se réunissaient sans condition, sans jugement, sans avoir à se cacher. Pour la première fois en 5 ans, le budget du mois prochain serait équilibré. Pour la première fois depuis la mort de Maria, je pouvais me permettre de réparer l'éclairage de ma véranda, de faire des courses décentes, et peut-être même de partir en vacances. J'ai rassemblé les relevés bancaires, les papiers du prêt immobilier, toutes les preuves de ma générosité. Puis je me suis dirigé vers ma cheminée, j'ai craqué une allumette et j'ai vu 5 années de martyrs réduites en cendres. Le feu me réchauffait le visage, plus que je ne l'avais ressenti depuis des années. Mon téléphone vibrait, un SMS m'attendait, probablement celui de Michael qui voulait s'excuser, ou celui d'Isabella qui avait besoin d'argent pour quelque chose d'essentiel, comme de nouveaux coussins. Je n'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je me suis servi un verre de ce bon whisky, la bouteille que j'avais gardée pour une occasion spéciale qui semblait ne jamais arriver. Ce soir me semblait déjà spécial. J'ai levé mon verre à la pièce vide, à la photo de Maria sur la cheminée, à l'homme que j'étais et à celui que je devenais. Joyeux Noël à moi, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. 5e partie, la provocation d'Isabella. Le lendemain matin arriva frais et clair, le soleil de décembre filtrait à travers les fenêtres de ma cuisine tandis que je sirotais mon 2e café. Pour la première fois depuis des années, je ne calculais pas combien d'argent allait disparaître de mon compte en 3 jours. Le Freedom avait meilleur goût que le mélange colombien que je m'étais enfin autorisé à acheter. Mon téléphone a sonné à 10h47 précise. Le nom d'Isabella a clignoté à l'écran comme un avertissement. Déni. Sa voix portait ce ton familier d'impatience à peine dissimulé. J'ai besoin que tu viennes chercher mes parents à l'aéroport de Spokane. Leur vol en provenance de Portland arrive à 14h. Je posai prudemment ma tasse, observant la vapeur monter au plafond. Isabella, as-tu oublié notre conversation d'hier? Écoute, peu importe ce dont il s'agissait, il faut se concentrer sur des questions pratiques maintenant. Mes parents ont besoin d'un moyen de transport, et tu es le seul à avoir du temps pendant la journée. L'audace était époustouflante. Moins de 24 heures après m'avoir dit que je ne méritais pas de partager le repas de Noël avec sa famille, elle attendait de moi que je leur serve de chauffeur personnel. Et tu me demandes ça parce que c'est comme ça qu'on fait en famille, Déni? On s'entraide. Sa voix s'aigrit d'irritation. D'ailleurs, soyons honnêtes. Tu n'es pas mon rival. Tu es trop faible pour l'être. Alors, monte dans ton camion et va les chercher. L'insulte finale, enveloppée d'un ordre. Quelle compagnie aérienne? Demandai-je doucement. Vol 447 d'Alaska Air.
Ils seront au tapis roulant 3. Et Denny, ils attendent quelqu'un qui sache gérer leur bagage correctement. Ne nous mets pas dans l'embarras. J'entendais ses ongles taper contre quelque chose de dur. Probablement son plan de travail en granit, celui que j'avais payé quand elle avait décidé que le stratifié n'était pas adapté à ses dîners. Bien sûr, ai-je dit, je m'occupe de tout. Parfait. Et porte quelque chose de convenable. Peut-être cette chemise bleue que tu portais à la remise des diplômes de Michael. Ils ont remarqué ce genre de choses. La ligne a été coupée. Elle n'avait même pas dit merci. Je me suis adossé à ma chaise, regardant l'écran noir de mon téléphone. 14 heures, vol 447, récupération des bagages, tapis roulant 3. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale au-dessus de mon évier. 10h52. Largement le temps. Je me suis servi une autre tasse de café, j'ai ajouté une cuillère à café de sucre et j'ai ouvert le journal de la veille à la grille de mots croisés que je n'avais pas terminé. Cette lettre de large. Satisfaction différée. 12 lettres. La réponse finirait par me venir. 6e partie, le piège de l'aéroport. À 14h15, je m'installais dans mon fauteuil préféré, une tasse d'Earl Grey fraîche à la main, et l'édition du dimanche du Spokane Reviews. Les mots croisés de la veille étaient terminés sur ma table basse. Satisfaction différée n'était plus qu'un report. Mon téléphone vibrait contre la surface en bois. Encore le nom d'Isabella. Je l'ai laissé sonner. Le soleil de décembre filtrait à travers les fenêtres de mon salon, réchauffant l'espace où j'avais passé tant de soirées solitaires à compter le prix de ma générosité. Aujourd'hui, le silence semblait différent. Mérité intentionnellement. 14h47. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, je pouvais voir l'aperçu de son message. « Papa, où es-tu ? Mes parents sont là. » J'ai retourné le téléphone et suis retourné à la rubrique sport. Les Seahawks avaient encore perdu. Certaines choses ne changent jamais. À 15h30, mon téléphone avait vibré 6 fois. J'avais fini le journal, préparé une deuxième théière et commencé à ranger le tiroir à bric-à-brac de ma table de cuisine. Incroyable ce qu'on pouvait accomplir quand on ne se précipitait pas pour servir des gens qui nous considéraient comme leur groom personnel. Le 7e appel est arrivé à 15h45. Au lieu du nom d'Isabella, j'ai vu un numéro connu. Ses parents avaient probablement emprunté le téléphone de quelqu'un à l'aéroport. Je l'ai laissé sonner aussi. Dehors, un voisin accrochait des guirlandes de Noël sur son porche. Ses enfants couraient dans le jardin avec l'énergie débordante que seuls les après-midi de décembre peuvent apporter. Des familles normales faisant des choses normales. Personne n'était bloqué nulle part, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. 16h15. Mon téléphone s'est mis à sonner et n'a pas cessé. Isabella, puis le numéro inconnu, puis de nouveau Isabella. Le bourdonnement est devenu constant, comme une guêpe furieuse coincée contre une vitre. Je suis allé dans ma cuisine et j'ai débranché ma ligne fixe. Puis j'ai complètement éteint mon portable. Un silence parfait. Je me suis fait un sandwich au fromage grillé et j'ai réchauffé une boîte de soupe à la tomate, un plat réconfortant que je ne m'étais pas permis depuis des mois, car chaque dollar dépensé en course avait servi à joindre les deux bouts tout en subvenant à leur train de vie. Le fromage était parfaitement doré. La soupe fumait dans ma tasse préférée. Dehors, le soleil d'hiver commençait déjà à se coucher, projetant de longues ombres sur mon jardin. Quelque part à l'autre bout de la ville, 3 personnes se trouvaient probablement dans le parking d'un aéroport, se disputant à propos du prix des taxis et se demandant comment leurs domestiques avaient eu l'audace de les laisser en plan. Cette pensée rendit ma soupe encore meilleure. À 17h, j'avais dîné, rempli mon lave-vaisselle et réfléchissais au film que j'allais regarder. Cela faisait des années que je n'avais pas eu une soirée entière pour moi, sans me soucier des appels d'urgence pour de l'argent ou des faveurs de dernière minute. J'étais en train d'attraper la télécommande quand quelqu'un s'est mis à tambouriner à ma porte d'entrée. Non pas des coups, mais des coups, le genre de coups agressifs qui faisaient trembler le cadre et annonçaient une fureur absolue. J'ai posé mon thé et me suis dirigé lentement vers le bruit, sachant déjà exactement qui j'allais trouver de l'autre côté. Les coups s'intensifièrent à mesure que je m'approchais de la porte, chaque coup plus violent que le précédent. Par le Judas, j'ai aperçu 3 silhouettes agglutinées sur mon petit porche, comme des loups encerclant leur proie. J'ai ouvert la porte et découvert le visage rouge de Cody Jenkins à quelques centimètres du mien. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» cria-t-il en me poussant dans mon salon sans y être invité. On a attendu plus de 3 heures à ce foutu aéroport. Catherine le suivit, ses cheveux habituellement impeccables en bataille, les lèvres pincées en un mince trait de haine pure. C'est un comportement totalement inacceptable de la part de quelqu'un de ton âge, Denny. Absolument barbare. Isabella fermait la marche, son manteau de créateur froissé, son maquillage maculé. Tu nous as humiliés. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Mes parents ont dû prendre un taxi à $40 parce que tu as décidé de filer de chez moi. Ma voix trancha leur colère comme une lame dans la soie. Ils s'arrêtèrent au milieu de leur diatribe, choqués par l'acier de mon ton. Excuse-moi,
le visage de Cody passa du rouge au violet. Tu n'as pas le droit d'exiger quoi que ce soit ici, mon pote. Pas après ce que tu as fait aujourd'hui. C'est chez moi, dis-je doucement, sans bouger de ma position près de la porte. Et je veux que tu sortes tout de suite. Catherine s'avança, la voix imprégnée de cette condescendance qu'elle avait acquise au fil des décennies passées à mépriser les gens comme moi. Déni, tu ne comprends visiblement pas l'ampleur de ton erreur. Mon mari a des relations dans toute la ville. Des relations d'affaires, des relations sociales. Tu ne peux pas traiter des gens comme nous de cette façon et espérer que ce soit une leçon pour toi, l'interrompis-je en soutenant son regard. Une leçon sur ton arrogance excessive et ton mauvais traitement envers ceux que tu considères comme inférieurs. Isabella resta bouche bée. Une leçon? Pour qui te prends-tu pour donner une leçon à qui que ce soit? Tu n'es personne. Tu es quelqu'un qui a enfin cessé d'être ton compte en banque personnelle et ton service de taxi. Je m'écartai et entr'ouvris la porte. La leçon est terminée. Tu peux partir. Cody pointa un doigt vers ma poitrine, mais n'osa pas me toucher. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire, mon vieux. Je suis dans cette ville depuis plus longtemps que tu n'en respires l'air. Je connais des gens importants, des gens qui peuvent vous rendre la vie très, très difficile. Est-ce une menace, monsieur Jenkins? C'est une promesse. Sa voix se transforma en un murmure menaçant. Vous pensez qu'abandonner des personnes âgées à l'aéroport est un acte sans conséquence? Vous êtes sur le point de découvrir à quel point vous avez tort? Catherine hocha la tête, son sourire perçant comme du verre. En effet, les actes ont des conséquences, déni, et les vôtres seront publics. Isabella attrapa son père par le bras. Papa, allons-y. Ce vieil homme pathétique ne mérite pas qu'on lui accorde notre temps. Ils sortirent de chez moi en file indienne comme une armée vaincue, mais Cody se retourna sur le seuil. Vous le regretterez, dit-il. Je vous le garantis. Je fermai la porte derrière eux et tournai le verrou avec un clic satisfaisant. Par la fenêtre, je les regardais s'entasser dans leur voiture de location, se disputant encore tandis qu'ils s'éloignaient dans l'obscurité de décembre. La maison paraissait plus propre depuis leur départ, comme si leur présence avait laissé une tache qui commençait à peine à disparaître, mais leurs mots d'adieu résonnaient dans le silence soudain. Conséquences publiques, personnes importantes, relations. Je suis retourné dans mon salon et j'ai pris mon thé, encore chaud dans sa tasse. Pour la première fois dans tout ce chaos, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude. Mais elle était submergée par quelque chose de bien plus fort, l'impatience. 3 jours plus tard, je savourais mon café du matin en parcourant la critique de Spokane lorsque j'ai vu mon propre visage me fixer depuis la page 3. Le titre disait « Un homme d'affaires de Spokane abandonne un couple de personnes âgées à l'aéroport pendant la tempête des fêtes. » Mes mains se sont immobilisées autour de la tasse. J'étais là, en noir et blanc, une vieille photo du site web de mon entreprise, probablement vieille de 5 ans. En dessous, une histoire qui m'a glacé le sang et mis en colère. Cody et Catherine Jenkins, en visite chez leur fille pour Noël, sont restés bloqués à l'aéroport international de Spokane pendant plus de 4 heures dimanche, Denny Flore, un membre de la famille, ne s'étant pas présenté à l'accueil prévu. Le couple, tous deux à la fin de la cinquantaine, a attendu par un froid glacial, alors qu'une alerte aux tempêtes hivernales était émise pour la région. Alerte tempête hivernale. Il faisait 10 degrés et il y avait du soleil. Nous n'arrivions pas à croire que quelqu'un puisse nous abandonner comme ça, a déclaré Cody Jenkins, un cadre bancaire à la retraite. Nous avons appelé à plusieurs reprises, mais M. Flore n'a jamais répondu. Nous avons été contraints de prendre un taxi coûteux dans des conditions météorologiques dangereuses. À notre âge, ce genre de traitement est non seulement inconsidéré, mais dangereux. L'article se poursuivait par des citations sur mon comportement erratique et mes inquiétudes quant à mon état mental. Cody s'était dépeint, lui et Catherine, comme des victimes impuissantes, d'un vieil homme cruel qui avait soudainement craqué sans raison. Aucune mention du rejet du dîner de Noël, aucun contexte concernant les exigences d'Isabella ou leurs années d'exploitation financière. Juste moi, le méchant qui avait abandonné des touristes âgés et pauvres pendant une tempête de neige qui n'existait que dans l'imagination de Cody. J'ai pris mon café et relu l'article lentement, puis une 3e fois. La signature était celle de Patricia Morrison, rédactrice en chef de la rubrique Lifestyle. Je ne reconnaissais pas le nom, mais je reconnaissais la stratégie. Cody avait fait appel à des faveurs, utilisé ses relations bancaires pour placer cet article exactement là où il porterait le plus grand préjudice à ma réputation. Intelligent. Très intelligent. Pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, j'éprouvais un respect réticent pour mes adversaires. Ils n'étaient pas que des enfants de fonds fiduciaires piqués de colère. Ils étaient stratèges, calculateurs. Ils comprenaient que dans une petite ville comme Spokane, la réputation était primordiale. Un article de journal bien placé pouvait anéantir des décennies de dur labeur. Ils déclarèrent la guerre totale. Je repliai soigneusement le journal et le mis de côté,
mon esprit passant déjà à la planification méthodique qui avait bâti mon entreprise à partir de rien. Il ne s'agissait plus de transfert depuis l'aéroport. Il ne s'agissait pas du repas de Noël ou des remboursements de prêts immobiliers. Il s'agissait de gagner. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé à taper des noms dans les moteurs de recherche. Cody Jenkins, Catherine Jenkins, Isabella Flore, leurs profils sur les réseaux sociaux, leurs relations, leurs habitudes, leurs faiblesses, tout ce qu'ils avaient bêtement rendu public au fil des ans. S'ils voulaient jouer aux échecs, je leur montrerais à quoi ressemblait un vrai stratège. J'ai jeté un coup d'œil à mon calendrier mural. 18 décembre, plus que 7 jours avant Noël. 7 jours pour planifier quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai passé les 3 jours suivants à vivre dans un autre monde. Pas celui où j'étais Danny Flore, le vieil homme brisé qui se laissait marcher sur les pieds par sa famille. C'était le monde où j'étais Danny Flore, homme d'affaires, stratège, quelqu'un qui avait bâti quelque chose à partir de rien et qui n'allait pas laisser une bande de parasites prétentieux détruire ce que j'avais bâti pendant 40 ans. Mon ordinateur portable est devenu le centre de commande. Les profils sur les réseaux sociaux remplissaient les onglets de mon navigateur comme des cartes à jouer dans un jeu à enjeux élevés. Cody Jenkins, ancien directeur de la First National Bank, membre du Spokane Country Club, trésorier de l'Inland Northwest Business Leader Association, un homme qui a passé sa carrière à occuper des postes de confiance et d'influence, un homme qui avait beaucoup à perdre. L'Instagram de Catherine dressait un tableau parfait de la vie raffinée, des déjeuners caritatifs, des dégustations de vin, des photos de vacances de Cordelaine étiquetées, vie bénie des ordures. Chaque publication était soigneusement sélectionnée pour projeter réussite et sophistication. Des commentaires d'amis vantant son goût élégant et son style de vie inspirant. Tout cela grâce à l'argent des autres, y compris le mien. La chronologie Facebook d'Isabella racontait la vraie histoire. Des publications sur notre belle maison avec des photos de la cuisine que j'avais payée. Des visites dans des restaurants coûteux pendant les mois où j'avais payé leurs factures. Un statut de la semaine dernière. Tellement impatient d'être au dîner de Noël en famille. J'ai hâte de montrer nos talents d'hôtes. Nos talents d'hôtes, notre maison, notre réussite. Le narcissisme était à couper le souffle. Mais c'est le profil LinkedIn de Michael qui m'a apporté la touche finale dont j'avais besoin. Son activité récente témoignait d'une nouvelle connexion. Patricia Morrison, rédactrice lifestyle à la Spokane Review. La même Patricia Morrison qui avait écrit « The Hatchet Job » sur moi. Je me suis adossé à mon fauteuil, observant les preuves affichées sur mon écran. Ces personnes avaient commis 3 erreurs majeures. Premièrement, elles m'avaient complètement sous-estimé. Deuxièmement, elles avaient rendu leur attaque publique, ce qui signifiait que je pouvais rendre publique ma réponse. Troisièmement, elles avaient documenté leur mode de vie privilégié en ligne, créant un parfait catalogue d'hypocrisie. J'ai cliqué sur le profil de Patricia Morrison. 43 ans, diplômée en journalisme de la WSU, 15 ans dans la presse locale, sans aucun lien antérieur avec le secteur bancaire ou financier, ce qui signifiait que Cody avait contacté le rédacteur en chef de manière spontanée, probablement par l'intermédiaire d'une connaissance de son réseau professionnel. Une recherche de 5 minutes dans les annuaires professionnels locaux a confirmé mes soupçons. 3 liens entre Cody et le rédacteur en chef de Patricia. L'article ne venait pas de paraître. Il avait été posé avec soin et délibérément. Un peu d'amateurisme. J'ouvris un nouveau document et commençai à taper. Pas une réponse à leur attaque médiatique, quelque chose de bien mieux. Une chronologie. 5 ans de soutien financier documenté par des relevés bancaires, des reçus et des chèques annulés. L'acompte pour leur maison, 47 000 $ de mon prêt immobilier. La rénovation de la cuisine quand Isabella décida que des plans de travail en granit étaient indispensables. 18 000 $ de ma carte de crédit. 60 mensualités hypothécaires de 2800 $ chacune, 168 000 $ en comptant, $250 000, plus que ce que j'avais dépensé pour moi-même ces 10 dernières années. Mon téléphone vibra, un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement Isabella, essayant une nouvelle approche. Je l'ignorais et continuais à travailler. Le soir, j'avais tout organisé dans une chemise en papier craft assez épaisse pour étrangler un cheval. Relevés bancaires, reçus, photos téléchargées sur leurs réseaux sociaux montrant les achats que j'avais financés, une copie imprimée de l'article de journal avec mes notes manuscrites dans les marges documentant chaque mensonge et déformation. J'ai regardé mon calendrier mural. Le 24 décembre était entouré de rouge, non pas parce que c'était Noël, mais parce que c'était le jour idéal pour la justice. D'après les événements Facebook d'Isabella, ils organisaient un dîner de Noël pour 12 personnes. Famille, amis, voisins, membres de leur entourage, le genre de personnes qui lisent le Spokane Review et se forgent une opinion en fonction de ce qu'elles y voient. Le genre de personnes qui méritent de connaître la vérité. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis dirigé vers ma cuisine où j'avais laissé mon bon appareil photo, celui que j'avais acheté il y a des années pour documenter les chantiers de mon entreprise.
Il était temps de le mettre au travail pour documenter quelque chose de complètement différent. Demain, c'était la veille de Noël. Demain, Cody Jenkins et sa famille allaient apprendre ce qui se passe quand on déclare la guerre à quelqu'un qui sait vraiment se battre. Le réveillon de Noël s'est levé gris et froid, ce genre de journée d'hiver à Spokane qui vous rend reconnaissant pour les maisons chaudes et les réunions de famille. Dommage que je ne sois pas le bienvenu à l'un ou l'autre. Mais j'avais d'autres projets. J'ai disposé mes preuves comme un avocat se préparant pour un procès. Relevé bancaire classé par année. Chaque mensualité surlignée en jaune. Reçus classés chronologiquement, montrant la tendance de mon soutien à leur mode de vie. Photos imprimées depuis leurs réseaux sociaux. Les nouveaux bijoux d'Isabella. Leurs photos de vacances. Les coûteuses décorations de Noël qui ornaient actuellement la maison. Je les avais aidés à tout copier 12 fois. Une pour chaque invité. L'article de journal était placé sur le dessus de chaque pile. Mes notes au stylo rouge étaient visibles dans les marges. Mensonge écrit à côté des citations de Cody sur les intempéries. Faux. À côté de l'allégation concernant mon comportement erratique, un manque de contexte était mis en évidence là où ils avaient omis de mentionner 5 ans de soutien financier. J'ai revêtu avec soin mon plus beau costume, le bleu marine que j'avais porté aux funérailles de Maria, repassé et prêt pour un autre genre d'adieu. Aujourd'hui, je disais au revoir à l'homme qui avait été un paillasson pour sa famille. Ce soir, je serai quelqu'un qui imposerait le respect. À 18h30, j'ai chargé ma mallette de preuves et me suis rendu à Kendall Yard. Leur maison brillait d'une lumière chaleureuse, des voitures remplissaient l'allée et bordaient la rue. Par les fenêtres de devant, je pouvais voir des silhouettes circuler dans la salle à manger, Isabella jouant les hôtesses dans la maison que mon argent leur avait permis d'acheter. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé ma montre. 18h45, le timing était parfait. Assez tard pour que tout le monde soit à table. Assez tôt pour qu'ils puissent encore déguster le plat principal. Personne n'y échappait facilement. La porte d'entrée était déverrouillée. Bien sûr qu'elle l'était. Isabella adorait vanter la sécurité de leur quartier, l'absence de soucis de sécurité, comme dans les quartiers plus difficiles. Je suis entré en silence, l'air chaud me caressant le visage, les rires et les conversations provenant de la salle à manger. Puis Catherine a dit, « Mais chérie, on ne fait pas comme ça dans notre famille. » Quelqu'un a dit, suivi de nouveaux rires. Notre famille après tout ce qu'ils avaient fait pour m'en exclure. Je suis entré dans la salle à manger avec ma serviette, 12 visages se tournant vers moi, l'air allant de la surprise à l'horreur. Isabella s'est figée, son verre de vin à mi-lèvres. Le visage de Michael est devenu pâle. Cody et Catherine semblaient avoir vu un fantôme. « Bonsoir à tous », dis-je calmement en posant ma serviette sur leur buffet en marbre. « J'espère que cela ne vous dérange pas que je me joigne à vos célébrations de Noël. » Isabella reprit la parole la première. « Denny, c'est totalement inapproprié. Vous devez partir immédiatement. » En fait, dis-je en ouvrant ma serviette et en sortant la première pile de papier. Je pense que vos invités méritent de savoir qui a réellement payé ce dîner, cette maison et ce style de vie dont vous vous êtes vanté. Une femme que je ne reconnaissais pas, probablement une amie caritative de Catherine, se pencha avec curiosité. De quoi parle-t-il? Isabella. Il a une sorte de crise, dit rapidement Isabella. Michael, appelle quelqu'un. Mais j'étais déjà en train de faire le tour de la table, déposant une liasse de documents devant chaque invité. Voici les relevés bancaires, dis-je sur le ton de la conversation. 5 ans de soutien financier, 168 000 $ rien que pour les mensualités de prêts immobiliers, plus la compte, les rénovations, les meubles, l'électroménager, tout ce que vous voyez autour de vous. La salle se tut, à l'exception du froissement des papiers tandis que 12 personnes commençaient à examiner les preuves. J'ai vu leur visage changer tandis qu'ils assimilaient les chiffres, les dates, la preuve indéniable de ma générosité et de leur tromperie. C'est. A commencé un homme, puis s'est arrêté, les yeux fixés sur un relevé bancaire. Scandaleux, a conclu la femme en face de lui. Isabella, pourquoi ne nous avez-vous rien dit de tout ça? Le sang-froid parfait d'Isabella était brisé. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Denny s'est porté volontaire pour nous aider. On ne vous a jamais rien demandé. En fait, ai-je interrompu en sortant l'article de journal. Parlons de ce que vous avez demandé et de ce que vous avez dit aux médias à mon sujet. La température dans la pièce semblait avoir chuté de 10 degrés. J'ai posé des exemplaires de l'article sur la table, observant les convives reconnaître ma photo grâce à l'article peu flatteur paru 3 jours plus tôt. Maintenant, ai-je dit, ma voix portant clairement dans le silence soudain. Parlons des vrais manipulateurs de cette famille. Le visage de Cody était passé du rouge au blême. Catherine était figée sur sa chaise, son verre de vin oublié à la main. Monsieur Jenkins s'était servi de ses relations bancaires pour alimenter cette histoire. J'ai continué à feuilleter le journal. Remarquez comme on me dépeint comme instable et dangereux, abandonnant des personnes âgées pauvres par un temps glacial. Un homme aux cheveux gris, vêtu d'un pull coûteux,
a levé les yeux de l'article. Cody, de quoi s'agit-il? Il faisait 11 degrés et il y avait du soleil, ai-je dit avant que Cody ne puisse répondre. Et ce n'étaient pas des touristes bloqués. C'étaient les parents d'Isabella qui venaient au dîner de Noël auquel j'avais été banni parce que je n'étais pas assez bien pour leur compagnie. Catherine a enfin trouvé sa voie. Ce n'est pas, on n'a jamais dit? Tu n'as jamais dit quoi, Catherine? J'ai sorti mon téléphone où j'avais fait des captures d'écran de plusieurs publications d'Isabella sur les réseaux sociaux. Que j'étais trop bas pour tes parents. Que ma cuisine mexicaine et mes conversations populaires te mettraient dans l'embarras devant tes amis instruits. La femme que j'avais identifiée comme l'une des amies caritatives de Catherine a tremblé, mal à l'aise. Catherine, tu ne l'as sûrement pas fait. Il déforme tout, a fulminé Cody, mais sa voix manquait de conviction. Cet homme a de graves problèmes de santé mentale. Le stress du vieillissement, des problèmes financiers. Des problèmes financiers? J'ai failli rire. Monsieur Jenkins, j'ai soutenu votre fille et votre gendre à hauteur de près de 3000 $ par mois pendant 5 ans. Les seuls problèmes financiers ici sont ceux que vous allez avoir. Je me suis tourné vers toute la table. Ces gens m'ont pris 200 000 $ en m'insultant dans mon dos. Ils ont manipulé mon fils contre moi, m'ont interdit les réunions de famille, et quand j'ai finalement pris ma défense, ils ont essayé de détruire ma réputation dans le journal. Michael a parlé pour la première fois, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Papa, je n'étais pas au courant pour le journal. Votre femme était au courant, ai-je dit doucement. Et ses parents ont tout orchestré. Ils m'ont fait passer pour un méchant parce que j'ai refusé d'être leur distributeur automatique de billets et leur chauffeur personnel. La dynamique sociale dans la salle se déplaçait comme des plaques tectoniques. Je le voyais sur les visages des invités. La prise de conscience progressive que tout ce qu'on leur avait raconté sur les généreux hôtes de ce soir était fondé sur des mensonges. C'est inadmissible, a déclaré une vieille femme en perles, les yeux rivés sur les relevés bancaires. Cody, comment as-tu pu laisser ta fille profiter de la générosité de cet homme, puis l'attaquer publiquement lorsqu'il a cessé de la favoriser? La façade soigneusement entretenue de Cody s'effondrait. Tu ne comprends pas toute la situation. Je comprends parfaitement, a interrompu la femme. Cet homme a soutenu financièrement ta famille pendant que tu le traitais comme un employé, et lorsqu'il a finalement refusé, tu as tenté de ruiner sa réputation. La voix de Catherine était étranglée. Il nous a abandonnés à l'aéroport. Après que tu m'aies dit que je n'étais pas la bienvenue au dîner de Noël parce que ma présence serait inappropriée pour tes parents, ai-je dit calmement. Après 5 ans à payer leurs factures pendant que tu regardais en bas, sur moi en raison de mon origine ethnique et de mon niveau d'éducation. Le silence était assourdissant. 12 personnes fixaient Cody et Catherine avec des expressions allant du dégoût à la gêne de les avoir fréquentés. Isabella fit une dernière tentative désespérée pour contrôler la situation. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille qui a dégénéré. Non, dis-je fermement. Ce n'était plus une affaire de famille quand vous l'avez rendue publique. Quand vous avez utilisé le journal pour attaquer ma personne, quand vous avez décidé que ma réputation était un dommage collatéral acceptable pour votre fierté. J'ai regardé autour de la table, des visages que je ne reconnaissais pas, mais qui savaient maintenant exactement qui j'étais. Je voulais que vous sachiez tous la vérité avant de lire à nouveau l'histoire de Denny Flor dans le journal, car vous lirez à nouveau parler de moi, mais la prochaine fois, ce sera la vraie histoire. J'ai fermé ma serviette et redressé ma cravate. Bon dîner. C'est le dernier que je paierai. En me dirigeant vers la porte, j'ai entendu l'explosion derrière moi. Des voix s'élevaient, des accusations, des questions exigeant des réponses, le bruit d'une façade sociale soigneusement construite qui s'effondrait. C'était la plus belle musique de Noël que j'ai jamais entendue. La lettre est arrivée un mardi matin de mars, livrée par courrier recommandé, avec le poids des conséquences juridiques derrière chaque mot. Je l'ai signée devant ma porte, remarquant que l'air printanier embaumait la croissance et les possibilités nouvelles, au lieu du désespoir hivernal qui avait marqué ces sombres journées de décembre. Mise en demeure, disait l'enveloppe, dernière mise en demeure. En 3 mois, les mensualités hypothécaires impayées avaient rattrapé Michael et Isabella comme un tsunami de réalité. 8 400 $ en 14 jours pour mettre leur compte à jour, sous peine de saisie de la maison que je les avais aidés à acheter. J'ai mis la lettre de côté et suis retourné à mon café, la lisant comme on lit les nouvelles d'une météo lointaine. Intéressant, mais ce n'était plus ton problème. Mon téléphone sonnait depuis des semaines, avec des appels de plus en plus désespérés. Le numéro d'Isabella avait été bloqué après le premier message vocal hystérique. Cody et Catherine, dont le statut social à Spokane s'était évaporé comme la brume matinale après leur humiliation du dîner de Noël. Même Michael, dont j'ignorais les appels, mêlé de colère et de curiosité quant au temps qu'il lui faudrait pour ravaler sa fierté. Apparemment, la réponse était 97 jours. Il a frappé à ma porte ce jeudi soir-là, non plus l'homme sûr de lui qui m'avait exclu du dîner de Noël, mais quelqu'un qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 mois. Des cernes sous les yeux,
Son costume de luxe froissé, une odeur de désespoir qui lui collait aux yeux comme une eau de Cologne bon marché. « Papa, dit-il quand j'ouvris la porte. Il faut qu'on parle. » Je m'écartai pour le laisser entrer, remarquant la façon dont il observait ma maison comme s'il la voyait pour la première fois. Les nouveaux meubles que j'avais achetés avec mon premier salaire sans hypothèque, la peinture fraîche sur les murs qui n'avait pas été rafraîchie depuis 8 ans, car chaque dollar économisé avait été consacré à son train de vie. Les réparations que j'avais enfin pu me permettre maintenant que je ne subventionnais plus le rêve américain de quelqu'un d'autre. « Bel endroit, dit-il doucement. C'est ce qui arrive quand on dépense pour soi plutôt que pour ceux qui n'en dépensent pas. J'apprécie, répondis-je en m'installant dans mon nouveau fauteuil. Un café ? Il secoua la tête, perché au bord de mon canapé, comme s'il avait peur de se mettre à l'aise. Papa, je veux que tu saches combien je suis désolé pour tout. Le dîner de Noël, l'article de journal, la façon dont Isabella, la façon dont on t'a traité. Vas-y. Je ne savais pas que Cody avait fomenté cette histoire. Je te jure que non. Quand je l'ai appris, il s'est passé la main dans les cheveux. Bon sang, papa. Les choses qu'il disait sur toi dans ton dos, la façon dont il parlait de notre famille, du souvenir de maman. Ma mâchoire s'est crispée à l'évocation de Maria, mais j'ai gardé un ton neutre. Et qu'ont-ils dit exactement de ta mère? Qu'elle connaissait sa place mieux que toi. Qu'elle comprenait les limites? Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû leur tenir tête il y a des années. Oui, ai-je dit simplement. Tu aurais dû. Nous sommes restés assis en silence un long moment, le poids de 5 ans d'erreur emplissant l'espace entre nous. Dehors, j'entendais mon voisin tondre sa pelouse. Les bruits normaux d'un jeudi soir normal dans un quartier normal où les fils n'excluaient pas leur père du dîner de Noël. La maison est saisie, a finalement dit Michael. Je sais. On ne peut pas faire les paiements sans. Il s'est arrêté, semblant comprendre ce que ça faisait. Sans mon aide, j'ai fini. Sans l'argent que j'envoyais chaque mois pendant que tu laissais la famille de ta femme me traiter comme un moins que rien. Je sais de quoi ça a l'air, Michael. Je me suis penché en avant, m'assurant qu'il me regardait. Sais-tu combien d'argent je t'ai envoyé en 5 ans? Il a hoché la tête d'un air misérable. Isabella a fait le calcul après Noël. Les mensualités du prêt immobilier, la compte, tout le reste. Plus de 200 000 $. 237 468 $. J'ai corrigé. Je connais le montant exact parce que j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai fait le calcul. Son visage s'est décomposé. Papa, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment arranger ça. Tu ne peux pas arranger ça, fiston. Cet argent a disparu. Mais surtout, ces années sont révolues. 5 années où j'aurais pu construire une relation avec toi au lieu de financer la vie de rêve de ta femme. Je sais. Je le sais maintenant. Il a levé les yeux vers moi avec ce qui aurait pu être de l'espoir. Mais peut-être qu'on pourrait tout recommencer. Peut-être qu'il y a un moyen. Tu me demandes de reprendre les paiements de mon prêt immobilier? L'espoir s'est éteint dans ses yeux. Je sais qu'on va tout perdre, papa. La maison, le respect d'Isabella pour moi, l'approbation de ses parents. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu trouveras une solution, ai-je dit sans méchanceté. De la même façon que j'ai appris à vivre sans un fils qui me respectait. De la même façon que j'ai appris à passer Noël seul pendant que tu le fêtais avec des gens qui me trouvaient inférieur à eux. Il s'est alors mis à pleurer doucement, comme un homme à court d'autres options. Je t'ai perdu, n'est-ce pas? Je les ai choisis plutôt que toi, et maintenant je t'ai perdu pour toujours. Je l'ai observé un long moment. Cet homme que j'avais élevé, aimé et pour lequel je m'étais sacrifié, qui avait laissé la famille de sa femme le convaincre que son père n'était pas assez bien pour leur compagnie. Michael, dis-je enfin, tu ne m'as pas perdu. Tu m'as trahi. Il y a une différence. Il s'essuya les yeux du revers de la main. Y a-t-il une chance, un moyen pour que tu me pardonnes? Je t'ai pardonné il y a des mois, dis-je, et je le pensais vraiment. Mais pardonner ne signifie pas revenir en arrière. Cela ne signifie pas faire comme si de rien n'était, ou que je vais recommencer à payer pour un style de vie qui impliquait que je sois reconnaissant pour quelques bribes d'attention. Alors qu'est-ce que cela signifie? Je me suis levé et me suis dirigé vers ma cheminée où la photo de Maria était posée à côté d'une nouvelle photo. Moi avec Rosa et sa famille au dîner de Pâques. Les premières vacances que je passais avec des gens qui voulaient vraiment de moi. Cela signifie que si tu veux une relation avec moi, tu dois la construire de zéro. Cela signifie me témoigner du respect au lieu d'exiger que je le mérite. Cela signifie faire des choix en fonction de ce qui est juste, et non de ce qui est commode. Je me suis retourné vers lui. Et cela signifie que la prochaine fois que quelqu'un, ta femme, ses parents, n'importe qui, essaiera de m'exclure des réunions de famille, tu te souviendras de qui se comporte vraiment comme un membre de la famille. Il hocha lentement la tête, comprenant peut-être pour la première fois que le respect n'était pas quelque chose qu'on pouvait tenir pour acquis. La maison, demanda-t-il doucement, ce n'est plus mon problème. Je me rassis,
me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Tu es un adulte, Michael. Réfléchis comme le font les adultes. Trouve un travail qui paie suffisamment pour payer tes factures. Vends la maison et achète quelque chose que tu peux te permettre. Arrête de vivre au-dessus de tes moyens et d'attendre des autres qu'ils subventionnent tes choix. Il se leva lentement, les épaules droites pour la première fois depuis son arrivée. Tu as raison sur tout. Je sais. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Papa, pour ce que ça vaut, de te voir te défendre au dîner de Noël. J'étais fier de toi. Gêné et en colère, mais fier aussi. Bien, dis-je. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Après son départ, je me servis un verre de bon whisky et sortis sur ma véranda. Le printemps arrivait à Spokane, les arbres commençaient à bourgeonner, l'air se réchauffait de promesses. Dans 4 mois, j'aurais 63 ans. Maria était partie depuis 8 ans. J'avais gâché 5 de ces années à servir de paillasson à ceux qui n'appréciaient pas le sacrifice. Je n'avais pas l'intention d'en perdre davantage. Mon téléphone a vibré, un texto de Rosa m'a contacté. Dimanche, dîner. Les enfants veulent te montrer leur projet scolaire. J'ai souri et j'ai répondu. Ça ne me manquerait pas. La vraie famille, finalement, c'est celle qu'on trouve avec des gens qui nous veulent vraiment. Tout le reste n'était que du théâtre hors de prix, et j'en avais assez d'acheter des billets pour des spectacles où je n'étais pas la bienvenue sur scène. Le whisky avait le goût de la liberté, et l'avenir semblait aussi radieux que je le souhaitais. Si vous aimez cette histoire, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche.